Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème, ou celles et ceux qui veulent le devenir et qui en 5 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme apatridie, A comme asile, A comme adaptation. La semaine dernière, on s'est demandé qui payait pour un désordre climatique qu'il n'avait pas causé. Aujourd'hui, on pousse la question plus loin. Quand la Terre devient inhabitable, quand la mer monte, quand la sécheresse dure, où vont les gens? Et surtout, le droit est-il prêt à les recevoir? Commençons par un chiffre. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, 216 millions de personnes pourraient être contraintes de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays à cause du seul changement climatique. D'autres études, en intégrant les déplacements transfrontaliers, évoquent des chiffres bien supérieurs. Ce mouvement est déjà en cours au Bangladesh. Les inondations répétées et l'intrusion saline dans les terres agricoles poussent chaque année des centaines de milliers de paysans vers Dhaka, l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Dans la Corne de l'Afrique, les sécheresses successives ont vidé des régions entières. Aux îles Marshall, certaines familles ont déjà émigré en Nouvelle-Zélande, non par choix, mais parce que leur île disparaît littéralement sous leurs pieds. Et pourtant, juridiquement, ces personnes n'existent pas vraiment. Il n'existe aucune définition légalement contraignante du réfugié climatique en droit international. La Convention de Genève de 1951, qui fonde notre système de protection des réfugiés, a été pensée dans le contexte de la guerre froide. Elle protège ceux qui fuient les persécutions politiques, religieuses ou ethniques. Le changement climatique n'y figure pas, et ce vide n'est pas anodin. Il signifie concrètement qu'une famille du Pacifique déplacée par la montée des eaux ne peut pas demander l'asile au titre du droit international. Elle peut être renvoyée. En 2020, un ressortissant kiribatien, Yohan Teitiota, a tenté de faire reconnaître ce droit devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il arguait que le renvoyer dans son pays le condamnait à une menace pour sa vie. Le comité a rendu une décision nuancée. Il a reconnu que le changement climatique pouvait, dans certaines circonstances, constituer une menace au droit à la vie, ce qui était une première, mais il a estimé que la situation de M. Teitiota n'atteignait pas encore le seuil de gravité suffisant. Autrement dit, pas encore assez grave. Il faudra donc attendre que les îles soient sous l'eau. Cette impasse juridique révèle quelque chose de plus profond. Nos catégories du droit international ont été construites autour d'une idée simple. On fuit un persécuteur, un État, un régime. Mais le climat n'est pas un persécuteur. Il n'a pas d'intention. Il ne signe pas de décret. Et pourtant, comme on l'a vu la semaine dernière, ses effets sont profondément inégaux et politiquement construits. La juriste Christelle Cournil parle d'un angle mort du droit. Le droit international sait protéger contre la violence humaine, mais reste désarmé face aux violences lentes, cumulatives et diffuses du dérèglement climatique. Certains États commencent à bouger. La Nouvelle-Zélande a ouvert un visa humanitaire spécifique pour les ressortissants du Pacifique menacés par la montée des eaux. L'Union européenne réfléchit à des mécanismes de protection temporaire liés aux catastrophes climatiques. Mais ces initiatives restent fragmentées, soumises aux humeurs politiques du moment et très loin de la systémisation qu'exige l'ampleur du phénomène. Car derrière le débat juridique, il y a une question encore plus fondamentale. Qu'est-ce qu'un pays quand son territoire disparaît? Les dirigeants de Tuvalu ont posé la question très sérieusement aux Nations Unies. Si l'île est engloutie, l'État existe-t-il encore? Ces ressortissants gardent-ils leur nationalité, leurs droits, leur souveraineté sur leur zone économique maritime, là où se trouvent parfois des ressources précieuses? Ce sont des questions qui auraient semblé absurdes il y a 30 ans. Elles sont désormais dans les agendas diplomatiques. Ce que les migrations climatiques révèlent, au fond, c'est l'écart grandissant entre la vitesse du dérèglement du monde réel et la lenteur des institutions censées le réguler. Le droit international avance par crise, par jurisprudence, par compromis long à obtenir. Le climat, lui, n'attend pas. Le droit doit donc s'inventer. Et ceux qui le feront, juristes, diplomates, humanitaires, décideurs,
auront besoin de comprendre à la fois la science du climat, les dynamiques migratoires et les équilibres géopolitiques. Ce n'est pas une spécialité de niche, c'est l'un des grands chantiers intellectuels politiques des prochaines décennies. Merci d'avoir suivi ce diptyque.